Bonjour, André Falqui, etc. Je m'occupe de projets innovants et responsables. Vous entendez pas, hein? Ça va? Bon, alors la lourde tâche, c'est d'essayer de meubler en attendant que Rousset arrive. Et je m'excuse auprès des intervenants parce qu'on va devoir être interrompu et de vous-même sur la discussion que l'on veut lancer par rapport à l'atelier. Mais bon, ça s'appelle improviser, c'est un atelier. Ça va prendre une dimension intéressante parce qu'en fait, au départ, quand Alain Denat et Vincent Sébillades du CREAD m'ont demandé d'intervenir pour animer ces ateliers, on a parlé d'ateliers. Mais là, vu le nombre, je crois qu'on est plutôt usine, hein. Il y a du nombre, c'est bien, et donc il y a du monde, on va pouvoir échanger. Le premier atelier, on l'a intitulé Maintien à domicile. En fait, on a regardé sur Silver Economy, il y a plein d'axes, vous l'avez vu ce matin, c'est très très vaste. Donc on a choisi deux axes sur les ateliers, maintien à domicile et aménagement des espaces publics, et avec ça, il y a déjà de quoi faire. Dans cet axe maintien à domicile, il y a encore beaucoup à faire et à évoquer. Donc on va essayer de faire ça de manière synthétique, en disant qu'est-ce que c'est déjà le maintien à domicile, et puis ensuite faire des témoignages avec des gens qui sont à cette table que je vais présenter tout à l'heure. L'éclairage étant de partir de cas concrets et de voir un petit peu par rapport à ces cas-là ce qui peut être amélioré ou comment on peut faire mieux pour développer cette politique-là par rapport aux seniors. Donc sur maintien à domicile, en fait, on va balayer le spectre du logement individuel jusqu'à l'immeuble existant, l'immeuble neuf et le quartier. Voilà, on va essayer de parcourir ça si on a le temps, avec nos intervenants. Une variable, la dimension et la durée du chantier qui croissent du logement au quartier, hein, donc on n'aura pas la même politique de programmation ni d'interaction. Qu'on soit sur du logement individuel à réaménager ou qu'on soit sur du quartier à penser. L'autre point, une constante sur l'ensemble des 4 sphères, l'apparition de nouvelles méthodes de travail basées sur la concertation. Et c'est un point important, on va le voir, que l'on traite d'un logement individuel ou d'un quartier, la concertation est un point stratégique. Mais pour en parler mieux que moi, on va présenter les intervenants qui sont à cette table. Donc moi je fais toujours, je suis un petit peu pragmatique, alors par tableau, hein, où on va présenter les acteurs et leur action et en quoi ils fonctionnent. Donc d'abord M. David Durand, Société Coréenne Access. On n'est pas galant, on présente d'abord les garçons. C'est pas le domaine de la construction qui veut ça, c'est moi qui l'ai organisé comme ça. On va traiter de l'aménagement cas par cas sur des domiciles. Liés à du particulier et à leur famille, en fait. Ensuite, on va parler de réhabilitation de parcs anciens, avec Catherine Duré, agence Duré, architecte, mais aussi en binôme avec Angèle Jonot de Combis, de la société Clercienne, qui est un bailleur social. Donc, et avec cette personne, on va regarder l'aspect plus général qui va impacter jusqu'à l'aménagement de quartier. Voilà pour ces présentations. L'autre présentation que je n'ai pas faite, c'est vous-même. En fait, vous êtes répartis en... moi, j'ai fait une rapide analyse. Il y a pas mal d'organismes publics. Il y a pas mal d'entreprises du bâtiment, mais il y a aussi d'entreprises des technologies de la communication. C'est intéressant de regarder cet aspect-là. Il y a des conseils. Et puis il y a des associations et des acteurs sociaux. Donc voilà, vous êtes tous invités à interréagir pendant les échanges avec les intervenants. Donc premier intervenant, M. David Durand, qui va nous parler du cas qu'il rencontre et de son activité au niveau de l'entreprise sur le traitement des logements pour les adapter pour le maintien à domicile. Bonjour, alors je suis David Durand, j'ai en charge le développement de Coréenne Access, qui est donc une marque de Coréenne, qui est une entreprise générale du bâtiment. Je suis ergothérapeute de formation, j'interviens au domicile des particuliers dans des ERP, type commerce, collège, lycée, pour de l'aménagement spécifique, alors dans le cadre parfois de projets de particuliers et puis aussi dans le cadre d'appels d'offres. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors je vous propose de faire une présentation tout d'abord rapide de l'entreprise dans laquelle
pour laquelle j'interviens. Donc, Coren est une entreprise générale du bâtiment qui existe depuis 1994, donc nous fêtons nos 20 ans cette année. Le siège social est à Mérignac. Coren est une entreprise du groupe Cassou, qui est donc un groupe qui est implanté en Aquitaine depuis un peu plus de 40 ans et qui emploie 1000 collaborateurs. Donc le groupe Cassou cherche en permanence à participer à des projets innovants et collaboratifs dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Et le groupe s'est forgé un esprit de challenger. Il est considéré comme un bâtisseur de référence dans la région. Pour revenir à Coren, donc Coren est spécialisé dans les travaux de rénovation et d'intervention après sinistre. Voilà. Donc, vous avez été créé en 2011. Voilà. Donc en fait, besoin particulier. Exactement. Donc en 2011, Coren a eu l'idée de développer un service donc dédié uniquement à l'accessibilité pour répondre à des demandes. Alors, comme on travaille dans le sinistre, on travaille énormément avec les compagnies d'assurance. Donc, il y a eu une demande d'abord des compagnies d'assurance pour donc aménager du domicile de personnes suite à un accident de la vie. Et puis, la problématique s'était posée également dans le cadre du vieillissement, après des études épidémiologiques qui avaient été établies en Dordogne. Donc, on s'était dit que, voilà, il y avait peut-être matière à creuser, à créer un service dédié à l'accessibilité, donc suite à un sinistre corporel ou à une perte d'autonomie. Donc le service Coren Access, en tant qu'entreprise générale du bâtiment, va conseiller, étudier, chiffrer des projets et assurer le suivi et la réalisation. Alors, lorsque l'on a évoqué cette activité, rapidement on a vu qu'il y avait un facteur important qui jouait sur votre activité, c'était une prestation dans l'urgence. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez l'évoquer rapidement ? Vous êtes dans l'urgence parce que je vois qu'Alain Rousset arrive aussi. Donc en fait, nous on s'est aperçu qu'on était sollicité effectivement dans l'urgence, que le gros problème qu'on rencontrait dans notre intervention, c'est que en fait il n'y avait pas d'anticipation de la demande. Les gens arrivaient, faisaient appel à nous presque en dernier recours. C'est-à-dire ils viennent vous voir parce qu'il y a eu dans la famille ou que la personne concernée a un besoin qui n'était pas présent la veille et qui, je schématise, et qui le lendemain, parce qu'une chute ou un problème particulier fait qu'il doit aménager son logement. Voilà, c'est au moment de la perte d'autonomie et de la mise en danger. En fait, les gens, donc il y a l'accident, il y a une rupture qui se crée. Et à ce moment-là, nous, on nous demande d'intervenir pour pallier dans l'urgence et sans avoir défini vraiment un cahier des charges. On part de suite sur l'aménagement du domicile et c'est vrai que nous, on souffre de ce manque d'anticipation parce que il faut apporter une réponse concrète et immédiate. Et en fait, on arrive à un moment où on ne peut plus reculer. L'aménagement du lieu de vie, la mise en place d'aides humaines deviennent indispensables au maintien ou au retour à domicile. Alors concrètement, comment vous intervenez ? Vous allez dans l'urgence pour traiter ce point-là. Vous prenez contact, vous allez sur le lieu, vous établissez un devis, c'est classique, ou vous avez une attitude particulière par rapport aux conseils que vous pouvez apporter vis-à-vis de votre expérience ? Alors en fait, notre intervention, elle se situe il y a plusieurs phases. Il y a tout d'abord la prise de contact. Alors la prise de contact, ça va dépendre du canal. Des fois, le canal, c'est par le biais d'un centre de rééducation. C'est la famille qui va faire appel à nous. C'est un service d'accompagnement à la vie sociale qui peut faire appel à nous. C'est une association, un CCAS. Donc, on est identifié sur le terrain comme des spécialistes du retour à domicile et de l'aménagement. C'est pour cette raison que les gens viennent vers nous. Et ensuite, on propose une visite à domicile pour évaluer le besoin d'accompagnement, le besoin d'aménagement. J'ai dit le besoin d'accompagnement parce que généralement, je me déplace rarement seul au domicile. Moi, je suis là en tant qu'entreprise générale du bâtiment. Je ne suis pas un service social. Je suis là pour réaliser des travaux, pour réaliser des aménagements. Mais cette visite à domicile se fait souvent conjointement
avec un service d'accompagnement, donc type SAVS, ça peut être des évaluateurs du Conseil général dans le cadre de la PCH, mais ce n'est pas forcément pour le public qui nous concerne aujourd'hui. Donc à l'issue de la visite, concrètement, vous faites une proposition? Oui, alors en fait, je présente ensuite un projet d'aménagement. Donc ce projet d'aménagement, il tient compte bien évidemment de l'environnement, d'une vision globale. Alors là, je m'appuie quand même sur la formation que j'ai eue antérieurement d'ergothérapeute. J'essaie de faire une évaluation globale et holistique, pour employer des grands mots, de la personne et de son environnement. On fait ensuite une étude qui va être personnalisée, qui va être chiffrée, qui va donc proposer des matériels spécifiques. Je travaille aussi parfois en collaboration avec l'ANA, on en a parlé ce matin, de temps en temps également avec le Pacte, mais bon, le plus souvent c'est avec des ergothérapeutes ou des services sociaux. 2 points. Le premier, c'est qu'on revient à un problème de financement, une problématique de financement, parce que ce n'était pas prévu et ça devient un phénomène nouveau à traiter. Et le second point, c'est que le temps du financement étant, on a aussi un temps de travaux qui fait qu'on peut ne pas être à l'heure par rapport à un retour d'une hospitalisation par exemple. Alors, c'est essentiellement la contrainte qui fait que c'est compliqué d'intervenir, puisque effectivement le projet n'est pas défini. Je vous parlais de cahier des charges tout à l'heure. Donc on a une idée avec l'expérience de ce qui est nécessaire de mettre en place, de réaliser. Vous êtes en site occupé ? Mais voilà, on intervient en site occupé. Donc ça nécessite, voilà, on n'arrive pas comme des cow-boys. On est obligé de se conformer un petit peu au mode de fonctionnement de la famille. Et les gens n'ont souvent pas idée non plus du coût des travaux à réaliser. Donc c'est un ensemble qui est à prendre en charge et qui rend la situation un petit peu complexe à gérer. Alors pour revenir sur le site occupé, c'est vrai que nous on est particulièrement attaché au fait qu'on a parlé beaucoup ce matin de formation des intervenants. On a parlé également du label Les Pros de l'accessibilité. Ce label donc, nous impose un certain cahier des charges et entre autres de former et d'informer nos personnels sur donc, le handicap, mais également sur les matériaux et les matériels qui vont être utilisés. Donc ça nous permet d'avoir quand même d'adapter notre réponse et notre activité en formant notre personnel et en le sensibilisant. Donc, mais c'est un facteur, effectivement, l'urgence qui vient pondérer notre intervention et qui la rend effectivement complexe. Donc on a l'impression que en tout cas au niveau de la vision de l'entreprise que vous êtes et qui intervenez, il y a deux points importants. C'est que vous avez effectivement, vous recherchez la réactivité parce que vous y êtes obligé, mais vous avez aussi, donc, comme vous l'évoquez, formé votre personnel à ce que je crois vous appelez le conseil auprès de la personne. C'est-à-dire que les gens qui interviennent pendant le chantier ont la précaution de l'intervention sur site. Alors on en a parlé. Du conseil. Voilà, on l'a évoqué. Alors tout se recoupe parce que ça a été évoqué également ce matin. Quand on intervient chez des personnes âgées, souvent on est en site occupé, les gens sont sur place. On est régulièrement la seule visite qu'ils vont avoir de la journée. Probablement les seules visites qu'ils vont avoir dans la semaine. Donc c'est vrai qu'on a un personnel qui se doit d'être attentif à l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc je ne dis pas que c'est facile. On reste, on est dans le milieu du bâtiment. Mais en tout cas, on les sensibilise. On fait cet effort. Alors, en préparant rapidement cet atelier, on avait retenu 2 points avec vous. C'était si on devait faire mieux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ou à quoi on devrait réfléchir pour essayer de faire mieux. Faire mieux, sous-entendu, dans votre activité pour que l'aménagement se passe plus vite et de manière plus facile pour votre entreprise et l'occupant. On avait isolé 2 points. Je voudrais que vous les développiez rapidement et voir s'il y a dans la salle des
des réactions. C'est le premier, c'est assez paradoxal, inhabituel, c'est dédramatiser l'aménagement lui-même, parce que c'est effectivement une phase particulière et pas facile pour l'occupant. Et le second, c'était anticiper le financement. Tout à fait. Donc effectivement, le premier, ça va être donc tout ce qui va se jouer autour de la dédramatisation de l'aménagement du domicile. On intervient souvent dans des domiciles qui n'ont pas subi de travaux depuis des années. Donc les gens sont particulièrement inquiets. Ils sont souvent dépassés. Donc on a vraiment une mission de conseil auprès des gens chez qui on intervient. Il est nécessaire de travailler sur des projets qui vont s'intégrer parfaitement dans le quotidien des gens. Mais également des familles et des aidants. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais d'interventions qui se faisaient de manière conjointe avec des services d'accompagnement à la vie sociale, des CCAS, des associations. Souvent, ce sont des associations qui interviennent en complément, qui interviennent au quotidien. Donc on est aussi là pour faciliter leur intervention. Et donc, moi, mon travail va se situer au carrefour de ce qui relève des besoins fondamentaux que j'aurai évalués lors de la visite à domicile, du bien-être et du confort de vie. Et donc, je reviens toujours à ce dont je parlais tout à l'heure, donc la formation, bien évidemment, qui est nécessaire, et l'information. Est-ce qu'on peut dédramatiser plus tôt? C'est-à-dire que là, on est dans le traitement d'un cas. Est-ce qu'on peut avoir une sensibilisation des gens qui vont avoir une longévité accrue sur le fait que leur logement soit pas forcément adapté, et prévoir une sensibilisation pour les orienter vers cette adaptation ou cet aménagement, alors qu'il n'y a pas d'événements qui le permettent? C'est-à-dire que la perte d'autonomie, on n'y pense, on n'y pense pas. On peut penser à plein de choses. On peut penser à sa cotisation retraite, on peut penser à une cotisation d'assurance, on peut tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, au risque routier. Ce sont des choses auxquelles on pense. Par contre, le risque perte d'autonomie, dépendance, c'est pas quelque chose qui est abordé, auquel auquel on peut penser. Et c'est vrai que peut-être qu'une campagne de sensibilisation pourrait être un élément déclencheur en matière d'anticipation. On évoque souvent le cas des salles de bain, des douches à l'italienne qui sont installées. Je crois que plus de 95% des cas, c'est après chute. Ouais. Ou donc quand le besoin effectivement est là, alors que finalement ça pourrait être peut-être anticipé sur une population qui pourrait être détectée comme, entre guillemets, potentiellement intéressée par ce genre d'aménagement. Oui, absolument, oui, absolument. Mais je crois que les bailleurs sociaux y réfléchissent aussi. On va y venir. Dans les programmes qu'ils réalisent. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça? Oui. Si vous parlez je parle fort normalement. Ma société travaille principalement avec des bailleurs sociaux en France et en Europe. Et par rapport à la question que vous venez de poser sur la prise en compte de la difficulté à vivre dans son logement tel qu'il est au jour J et tel qu'il devrait être peut-être dans quelques années, on travaille avec les bailleurs sur cette idée-là, et avec l'IRSEM aussi, qui est donc la mutuelle des aidants, des soignants, je ne sais pas comment on dit. Donc eux, ils ont un programme Quatersperanto qui permet de connaître, en gros, de faire la photographie du lieu d'habitation et de dire voilà comment ça pourrait être amélioré pour que vous continuiez à vivre les gens de manière indépendante, avec le moins de services possible, et pas l'obligation d'aller dans un EHPAD tout de suite. Alors ça intervient à quel moment? Alors, les bailleurs sociaux avec qui on travaille, en règle générale, mettent à disposition de leurs locataires un ensemble de services, un petit peu comme l'App Store ou Google Store, dans lequel le locataire va chercher des services dont il a besoin, mais surtout avec un ambassadeur, qui est du personnel du bailleur ou alors une association, peu importe, qui peut rentrer par la porte de l'énergie, ou service à la personne, bref, et qui va aller chez les gens. L'accompagnement de toute façon est primordial dans tous les cas, qui va aller chez les gens, qui va discuter, qui va les aider, qui va leur montrer comment on utilise l'outil,
outil, même si de manière générale il est très simple et très facile à utiliser. Et après cette phase-là, les gens font un choix. Comment ça se passe? Alors après, il y a autre chose qui est en pilote actuellement, c'est-à-dire que oui, pour l'instant, on est en train de tester ça, c'est-à-dire qu'on a regroupé un ensemble de technologies et de services sur cette plateforme de services, et puis les gens font des choix en fonction de ce qui leur paraît être le plus adapté à leur situation. Évidemment, chez Profond Group, la difficulté pour tous les bailleurs qui sont présents et qui le savent, c'est que tout ce qui est domotique est propriétaire, tout ce qui est service est propriétaire. Quand on propose une plateforme qui regroupe, on doit vaincre d'abord le problème de ce qui appartient à l'un n'est pas censé être partagé. Il y a déjà ça. Et on est en test, hein. On ne sait pas ce que ça va donner. On a regroupé un certain nombre de technologies, un certain nombre de pour l'instant, je ne peux pas dire quel est le retour sur l'investissement. Donc ça, c'est une initiative. Par contre, les résultats attendus, sachant que c'est en cours, qu'est-ce que vous visez par rapport à ça? De pouvoir faire les aménagements, les anticiper? C'est dans ce sens-là que vous voulez... Il y a plusieurs choses. Il y a un certain nombre de bailleurs qui sont confrontés au problème de ce que vous disiez, c'est-à-dire que le problème survient, le logement n'est plus adapté, on fait une demande pour changer le logement, il se passe de 3 mois à 1 an et demi entre la prise en compte de la demande, puis souvent finalement la demande est lancée, la demande de financement est partie, de toute façon ça va se faire, mais le locataire est parti, parce que il avait vraiment besoin de son logement adapté, il n'a pas pu attendre, donc déjà il y a ça. Donc offrir un certain nombre de services comme du portage à domicile, faire venir des intervenants extérieurs par le biais du CCAS, ça peut régler un certain nombre de situations d'urgence. Voilà. De la salle qui irait jusqu'à, par exemple, la mise en situation sur des lieux permettant à l'occupant de voir ce que serait peut-être une partie d'habitat aménagé. Est-ce que ça se fait? Sorte de lieu, entre guillemets, de showroom, où on pourrait voir quelques aménagements qui sont enfin, dans l'esprit de dédramatiser. Alors, les centres de rééducation, pour certains, ont des appartements dits thérapeutiques, de simulation. Ça reste des appartements de simulation. Voilà, on n'est pas dans le quotidien. On est en plus sur souvent des solutions qui sont très médicalisées, ce qui est bien entendu pas la demande qui nous est faite par les occupants. Hein. C'est souvent la première question qui m'est demandée quand je fais un aménagement de salle de bain. C'est est-ce que vous allez me faire la même salle de bain qu'à l'hôpital? Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir envoyer les gens vers des réalisations. Alors nous, on s'appuie sur quelques distributeurs avec lesquels on travaille, qui ont des showrooms, mais qui sont représentatifs uniquement des marques qu'ils distribuent. Donc c'est très limitatif. Et donc après, non, ça n'existe pas. Est-ce que ça aurait un intérêt ou pas, ce genre de grandes surfaces adaptées ou démonstratives? On va passer juste à la sphère qui concerne la réhabilitation, non plus du logement individuel, mais du collectif. Et on va regarder une initiative un petit peu originale et particulière qui s'est faite entre un bailleur et un architecte sur la réhabilitation d'un parc ancien. Donc Catherine Duré a participé à cette réhabilitation. Le bailleur, c'était Claire-Sienne. Donc j'ai la chance d'avoir les deux intervenants. Et vous allez nous faire rapidement le récit de comment c'est venu et qu'est-ce qu'il y a de particulier qui a changé dans votre habitude de travail, vous en tant qu'architecte et vous en tant que bailleur, sur cette opération-là. Après, on passera aux activités du bailleur au-delà du parc ancien et de la réhabilitation, parce que je sais que vous intervenez, comme les autres bailleurs, sur d'autres points. Catherine. Alors, je me présente d'abord très rapidement. Oui. Je suis architecte de formation, urbaniste et paysagiste de cœur. C'est important. Oui, c'est important, parce que pour la suite, c'est important. J'exerce le métier d'architecte depuis 18 ans. Je l'ai toujours exercé en équipe, soit avec des partenaires, soit en intégrant au sein même de la structure les compétences dont j'avais besoin pour avoir une pratique pluridisciplinaire. L'essentiel de mon activité s'est orienté vers les marchés publics d'urbanisme.
parce qu'il me donnait l'opportunité d'intervenir sur des territoires d'échelle communale ou urbaine avec des enjeux conséquents. Mais je ne rechigne pas du tout non plus à travailler sur l'aménagement d'une petite place publique ou sur une opération de réhabilitation de logement, tout à fait au hasard, bien entendu. Je souhaitais aussi préciser que je participe activement depuis le début de mon installation professionnelle on va dire, à l'émancipation de notre institution, de l'Ordre des architectes, dont la vocation première est d'accompagner les usagers et de lui garantir tout ce que l'architecte doit pouvoir lui proposer. Ça passe aussi par sa formation, l'actualisation de ses connaissances et la nécessité que nous avons de toujours mieux répondre à l'évolution des enjeux de société. Et notre devoir de conseil en dépend. Alors pour revenir peut-être à l'originalité de... Alors nous avions déjà une expérience commune avec l'Hertzienne, puisque nous avions été associés au moment de l'opération des 50 000 logements. Et donc, à la suite de cette opération, Clertienne m'a missionné sur une étude de faisabilité qui portait sur l'opération 1106. Alors l'opération 1106, c'était 1106 logements d'un parc ancien des années 60, répartis sur 6 sites de l'agglomération. Et donc l'objectif principal était de réhabiliter l'ensemble de ces logements, mais avec une approche très globale. Mutation et attractivité, c'était les mots-clés. C'était tout à fait ça. Donc son souhait a été sur le modèle un petit peu des marchés de définition, qui sont des procédures un petit peu particulières qui n'existent plus aujourd'hui, mais sur ce modèle-là, l'opérateur, le bailleur, nous a associés, ces 6 équipes, de façon à travailler ensemble, main dans la main d'une certaine façon, pour réfléchir ensemble et pour coproduire d'une certaine façon une nouvelle manière de réfléchir sur un parc ancien. Donc il y a bien eu 6 équipes différentes. 6 équipes différentes sur 6. Émulation du bailleur pour essayer d'avoir. Je voulais pas tout à fait rentrer dans le détail, mais il y avait en fait 6 sites. Les équipes étaient associées par binôme. Et donc l'objectif était vraiment la stimulation, l'émulation au sein des équipes et en articulation avec le bailleur. Bon, ce qui était intéressant, c'était qu'on ait cette démarche-là un petit peu prospective, par anticipation, sur un projet de réhabilitation qui se voulait être un peu différent de la pratique habituelle du bailleur, qui intervient sur son parc existant davantage par opportunité, on va dire, hein, pour simplifier un petit peu. Hein, vous ne m'en voudrez pas. Vous compléterez. Donc, vous le disiez tout à l'heure, le mot d'ordre était donné d'entrée. C'était redonner de l'attractivité à ce parc immobilier, tout en lui, tout en lui conférant de nouveaux attributs. Je n'arrive pas à trouver le terme, mais ça va revenir. De nouveaux attributs. C'est un parc qui était innovant à l'époque de sa construction et qui, au fil des années, a perdu un petit peu de son attractivité, on le disait. Et ces résidences qui ont été ponctuellement réhabilitées ne répondent plus aujourd'hui aux attentes de confort légitimes que peuvent avoir les populations qui l'habitent. Alors, ça ne répondait plus en termes de... Enfin, vous avez fait une approche liée aussi à la population, une partie de la population senior. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans votre approche en tant qu'architecte? Il y a eu un travail amont sur le terrain. Comment vous avez fonctionné par rapport à ça? Alors, on a l'habitude de travailler un petit peu sur ces opérations-là. Pas forcément sur les opérations de maîtrise d'œuvre, mais en programmation. Donc là aussi, très en amont de la problématique posée. Donc on a une pratique aussi de ces sujets-là. Là, concrètement, nous avons mené des enquêtes qui sont venues compléter les enquêtes précédemment faites par le bailleur. Et nous avons interrogé l'ensemble de la population. Alors évidemment,
on a un retour des personnes qui veulent bien répondre à ce questionnaire. Et donc, ce questionnaire a conforté le point de vue que nous avions sur la situation et notamment sur la satisfaction assez générale de la population qui répondait. Et là, c'est vraiment tous âges confondus. Hein. Et notamment la partie la plus ancienne, des personnes les plus âgées des résidences, qui, elles, étaient là depuis le début même de l'origine. Donc, parfois depuis 40 ou 50 ans. C'est-à-dire que vraiment, elles avaient fait le choix à l'époque justement de venir habiter dans cette résidence. Et si la satisfaction est globale et revendiquée, on sent quand même des modulations dans le fait que ce soit fait par choix justement ou par contrainte. Hein. Le fait que les loyers dans le temps baissé a attiré évidemment une population de plus en plus précarisée. Et du coup, ce sont des profils de population très divers auxquels nous avons affaire et qu'il faut essayer à la fois de maintenir sur place et de faire mieux vivre ensemble. Donc ça, c'était la question qui était de l'attractivité de ces résidences pour l'ensemble de ces populations-là. Donc il fallait nécessairement une approche un petit peu différente. Donc si je résume, en début d'opération, l'originalité, c'est que avant d'esquisser, vous avez enquêté. Tout à fait. C'était lié à notre profil d'urbaniste. Voilà. Ce qui était, il faut le mentionner, hein, pour Claircienne, une forme d'originalité là aussi. C'était courageux de sa part de faire confiance à une équipe qui avait plutôt un profil d'urbaniste, même s'il y a évidemment des maîtres d'œuvre et une pratique de maîtrise d'œuvre, mais plutôt connu pour ses actions en programmation urbaine. Et donc, comment ça s'est passé sur l'articulation justement avec le bailleur par rapport à votre retour d'analyse et d'enquête ? Eh bien, au début... Il y a eu des choses inattendues, il y a eu des choses... Oui, si vous voulez, dans un organisme comme Claircienne, il y a énormément de profils aussi. Donc... tout le monde n'a pas accueilli les premières interrogations que nous sommes posées de la même façon, bien entendu. Mais force est de constater, enfin ça, c'est moi qui en parle, c'est un petit peu difficile, mais nous avons été... Mais bon, je crois que dans le temps et les semaines passant, ils se sont rendus compte de l'apport indéniable qu'on pouvait apporter à la réflexion dans la mesure où on prenait les choses un petit peu différemment, déjà beaucoup plus globalement que ne le font traditionnellement les architectes. On avait une vision aussi à l'échelle du quartier, une approche à l'échelle du quartier, c'est-à-dire s'interroger sur la résidence elle-même et sur ses habitants, c'était s'interroger sur leurs pratiques, leur mode de vie. Et même si on est tous amenés à devenir vieux un jour, quand on est jeune, on n'a pas forcément les mêmes souhaits. Donc il faut s'accommoder de ces âges différents et proposer des choses qui correspondent aux attentes de chacun. Donc c'était en ça que je crois que notre approche a été un petit peu déstabilisante au départ, parce qu'on n'a pas tout de suite dessiné, on n'est pas venu avec des process techniques. Évidemment que dans les différents critères qui étaient d'objectifs attendus, il y avait l'isolation thermique par l'extérieur, ça va de soi. Mais pour ne pas faire que des bouteilles thermos, comme le disait le président Donat tout à l'heure, je crois qu'on avait matière à réfléchir un petit peu différemment et à élargir encore même les items qui nous étaient donnés dans les objectifs de départ. Alors, est-ce que est-ce que cette nouvelle habitude, c'est pas le bon mot, par rapport à cette relation avec un client, en ce sens le bailleur, elle est intéressante à développer? Est-ce que vous voyez uniquement parce qu'il y a un caractère lié à votre compétence d'urbaniste, ou est-ce qu'on peut le généraliser sur la relation qu'il peut y avoir avec architecte et bailleur? Comment on peut faire pour que ce genre d'expérience un petit peu inhabituelle mais enrichissante puisse se développer? Eh bien, nous, on l'appelle de nos voeux, bien entendu, mais je crois que c'est une prise de conscience sociétale qui va faire qu'on verra tous l'intérêt de travailler ensemble, plus en amont qu'on ne le faisait encore récemment. Alors, je crois que sur les opérations de logements nouveaux, neufs, évidemment, la prise en charge de l'échelle urbaine est immédiate. Elle est intégrée dans la culture, on va dire, de l'aménageur et des différents interlocuteurs de l'acte de bâtir. Mais sur la question de la réhabilitation du parc ancien, je pense que c'est encore
assez presque iconoclaste, dans la mesure où je crois que l'opérateur lui-même s'est rendu compte de ce qu'on pouvait apporter. Alors, on ne l'apportera pas seul. Hein. Je crois qu'on est tous, enfin en tout cas quelques-uns, convaincus qu'il faut associer toutes les forces en présence et que la société actuelle, avec cette crise qui n'en finira peut-être pas tout de suite, il faut trouver d'autres manières de travailler, d'autres façons d'aborder les choses, partager les expériences. Les prendre suffisamment en amont, enfin s'interroger suffisamment en amont pour être en capacité de programmer des opérations et de les faire évoluer dans le temps. On n'a pas la prétention de pouvoir répondre à tout immédiatement, mais en tout cas les choses peuvent se faire par approche donc pluridisciplinaire, transdisciplinaire. Là-dedans, je n'associe pas que tous les concepteurs que nous sommes, hein, bien entendu, le maître d'ouvrage, les entreprises, les laboratoires. Je trouve qu'on ne travaille pas suffisamment avec les laboratoires de recherche et développement. Donc voilà, nous, on l'appelle de nos voeux, bien entendu. Ok. Côté bailleur, Angèle Genot de Combis, quel est le résultat que vous avez mesuré sur ce point, sur cette opération-là précisément? Après, on va parler des autres que vous menez. D'accord. Alors peut-être d'abord vous redonner quelques compléments par rapport à ce qu'a dit Catherine, à savoir que pour nous, ces résidences dont elle parle, nous intervenions au cas par cas au départ, à la demande justement des habitants qui, comme l'a fort justement expliqué M. Durand, rencontraient une difficulté, une perte de mobilité, et nous demandaient des travaux liés à leur perte d'autonomie. Bon, ça se fait, c'est long, c'est compliqué à financer et ça ne répond pas toujours très bien parce que parfois, nous nous trouvons à avoir des ménages ou des personnes seules qui se retrouvent bien dans leur logement. Elles peuvent bouger dans leur logement, mais elles ne peuvent pas sortir de ces logements parce qu'elles sont dans des résidences qui sont anciennes. Il n'y a pas forcément d'ascenseur, il n'y a pas forcément de balcon, il n'y a pas, enfin bref, il n'est pas toujours possible d'entrer sans, quand on n'a pas de force, ouvrir la porte, c'est déjà compliqué. Enfin bref, il y a toutes ces questions-là. Sur ces résidences également, il y avait beaucoup de personnes âgées. Et donc pour nous, il fallait les réhabiliter et la question de l'accessibilité, c'était un des points majeurs. Comment rendre accessibles ces logements? On ne parlait même pas de l'intérieur des logements, je parle déjà de l'accessibilité aux logements. Deuxième cas, il y avait le problème effectivement de l'isolation thermique, puisque quand on réhabilite aujourd'hui, il n'est pas question de ne pas se préoccuper de ces points-là. Troisième sujet, la localisation. Ce sont des résidences qui sont extrêmement bien localisées sur le territoire communautaire. Donc avec, j'allais dire, une richesse patrimoniale de par leur implantation. Des logements qui n'étaient pas si mal conçus que ça au départ. Voilà. Donc il fallait voir un petit peu au-delà et travailler sur une programmation, sur un programme de réhabilitation qui permettent de régler, de faire vivre les personnes âgées qui sont dans cette résidence, d'attirer de nouveaux publics, de garder la mixité parce qu'on a vraiment tout public sur ce quartier-là, et puis de réfléchir sur tout ce qu'il y a en termes de services et vraiment penser projet urbain. Alors les projets urbains, en général, on y réfléchit dans le neuf, et c'est là un petit peu l'originalité, pas trop dans la réhabilitation, encore que depuis, j'allais dire, le passage de l'ANRU, il y a quand même eu beaucoup de réflexions sur ce thème. Et puis, autre sujet, et c'est parce que je vois aussi notre collègue du CRED là-bas au fond, que je boucle avec ça, parce que nos équipes chez Claircienne venaient d'être formées au moment où nous avons lancé cette démarche à la conduite de projets. Et en particulier les équipes qui s'occupent de maintenance du patrimoine et d'adaptation et de gestion locative. Donc, c'était le moment de se lancer sur un vrai projet urbain avec des pratiques tout à fait nouvelles. Donc on a voulu laisser un peu carte blanche aux maîtres d'œuvre, d'où l'appel à projet un petit peu, hein, la mise en... j'allais dire le workshop, c'était pas tout à fait ça, mais presque. Et puis, ce travail un peu différent, un système d'aller-retour, de validation, hop, on passe à l'étape suivante, etc. Donc, on est franchement sur quelque chose qui évolue au fur et à mesure des besoins et de la perception ou de l'enrichissement qu'on peut avoir de la connaissance des attentes des habitants
et puis du travail avec les collectivités qu'on met en place. Alors, l'opération, elle est en cours. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à l'aune de pouvoir mesurer les résultats. Non. Parce qu'il n'y a pas encore eu la réalisation. On n'a même pas encore présenté de projet ficelé aux habitants. Alors, on a recueilli donc, les besoins. Autre phase, voilà. effectivement. Mais par contre, déjà, vous, à l'intérieur de votre réflexion en tant que bailleur, est-ce que vous avez... Le premier résultat, c'était une démarche intéressante qu'on pourra refaire, ou elle était trop particulière et c'est un cas isolé qui se reproduira peut-être plus, ou, comment vous le percevez à ce niveau-là ? Pour nous, c'est une démarche intéressante qui sera reproduite et qui nous amène à penser totalement différemment nos interventions sur le parc existant. Alors, je ne parle pas de changer des chaudières parce que le temps est venu de le faire, mais sur des projets plus lourds de réhabilitation, effectivement, il faut rentrer dans cette notion de projet urbain, de partenariat, de différentes composantes, pas parler que logement, pas parler que résidence, mais par les quartiers, par les services, par les déplacements. Ce matin, on nous a parlé des espaces publics. Ça fait partie des points qu'il faut que l'on regarde. Ça a amené de nouvelles pratiques chez nous, y compris des croisements entre collaborateurs de différentes directions, parce qu'avant il y avait des gens qui faisaient du neuf, des gens qui faisaient de la réhab. Ces gens-là se parlent, travaillent ensemble, échangent j'allais dire des bons tuyaux, mais en attendant des bons modes de faire. Voilà, je crois que ça c'est fondamental. Et puis dans la relation avec le maître d'œuvre, c'est aussi une manière de s'apprivoiser, un petit peu différente, et de permettre une liberté d'expression tant des attentes du bailleur que de ce que perçoit et ce que souhaite traduire le maître d'œuvre. Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce qu'il y a des expériences similaires en cours, soit chez des bailleurs, soit chez des architectes, ou les deux, parmi l'assistance, ou c'est un cas unique, exceptionnel que l'on décrit aujourd'hui? Rajouter quelque chose peut-être sur la procédure, puisque c'était intéressant d'avoir dans un premier temps donc une petite étude de faisabilité que nous avons menée, je le disais, vraiment de concert avec le maître d'ouvrage pendant quelques semaines. Et donc c'était vraiment de réfléchir ensemble donc, à ce sujet. Et aujourd'hui, il se laisse le temps de maîtriser la réflexion et l'aboutissement du projet, bien entendu, et donc ces délais lui appartiennent. Mais nous sommes sur une petite mission d'étude, de maîtrise d'œuvre, qui va s'arrêter à une phase qui est définie, de façon à ce que justement, je le dirais comme ça, mais ils gravissent les étapes petit à petit, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge à chaque fois toutes les dimensions vraiment et toutes les échelles d'appropriation de ce projet et donc d'élaboration in fine de ce projet. Ces réhabilitations, ce matin, nos collègues de l'OGV ont évoqué 20-25 000 euros par logement. Là, on est plutôt sur une enveloppe qui tourne autour des 50 000 euros par logement. Donc, pour nous, bailleurs, c'est évident que pour ce niveau de travaux, ou ce montant de travaux, ça veut dire comment les financer. Donc la réflexion, elle n'est pas uniquement urbaine, etc., elle est aussi économique. C'est-à-dire que sur une résidence comme ça, avec des loyers qui sont faibles, nous l'avons dit, puisque ce sont des résidences anciennes, forcément, il y a cette approche. Et est-ce qu'on va pouvoir financer uniquement avec des fonds propres? Est-ce qu'on va chercher des emprunts? Enfin bref, ça c'est notre petite cuisine interne, mais ça veut dire aussi, est-ce qu'il ne faut pas vendre une partie du patrimoine pour permettre un accès à la propriété, à une partie des locataires en place, etc. Donc ça, au fur et à mesure, ce sont des points qui se calent. Et sur ce qu'on va avoir comme travaux dans les logements, effectivement, on aura tout ce qui touche à l'isolation, ça on l'a dit, et à la performance thermique de ces logements. Tout ce qui va toucher aussi à la qualité de l'air intérieur, parce que pas question d'avoir des thermos dans lesquels on moisit et on baigne dans son jus. Et puis, un autre sujet aussi, ça va être tout ce qui touche autour de l'adaptation des salles de bain sanitaires, parce que l'on soit une personne âgée ou qu'on soit une personne valide ou une personne jeune handicapée, on peut tout à fait avoir besoin
d'une salle de bain plutôt avec une douche ou un accès assez simple à sa baignoire, plutôt que d'avoir des salles d'eau qui sont encore, pour certaines, avec des baignoires sabots. Hein. On a encore ça dans certains logements. Voilà, il y aura, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre aussi? Un travail sur les couleurs, un travail pour éviter les chutes, hein, et un travail sur aussi toute l'isolation phonique, parce qu'on parle du thermique, mais quand on intervient évidemment sur la thermique, il y a tous les problèmes de diffusion des sons à chaque étage et d'appartement à appartement. Est-ce que vous avez fait un travail au-delà du bâtiment lui-même, sur les abords, oui, par rapport au service, à l'accessibilité, mais aussi au service, voilà, toujours dans le cadre du maintien à domicile? Alors oui, il y a effectivement une réflexion sur ceci, parce qu'il y a une réflexion sur les espaces extérieurs, donc toujours dans la logique de comment la personne âgée va pouvoir, ou comment, d'ailleurs pas que la personne âgée, mais comment on se repère et comment on identifie son logement ou son entrée d'immeuble, hein, donc comment on différencie ça. Sur les espaces, aujourd'hui on a des espaces extérieurs qui sont qui servent essentiellement à la voiture et à l'amicale bouliste. Alors j'ai rien contre l'amicale bouliste, mais peut-être qu'on peut la placer un petit peu différemment et donner une part à la voiture qui sont un petit peu différentes, retravailler ces espaces extérieurs. Nous avons 2 ensembles sur le projet dont s'occupe Catherine Duré. Nous avons 2 ensembles qui sont chacun d'un côté de la rue. Est-ce qu'on n'a pas travaillé sur la rue comme lien entre les 2 résidences? Voilà. Donc ce sont 2 résidences séparées, mais il y a quand même ces questions-là. Donc voilà. Et puis on a une crèche à l'intérieur. On a un local associatif qui est puisqu'on a permis l'installation d'un club de boxe en lien avec l'amicale des locataires, puisqu'ils se partagent le local, et ça marche très bien. Ils ne sont pas à se donner de coups de poing, mais oui, dans le bon sens. Voilà. Et puis il y a des analyses qui sont faites sur le quartier, alors là plutôt en études économiques, sur qu'est-ce qu'il serait intéressant d'amener comme commerce, comme service, etc. Et ça, c'est avec des compétences que nous avons en interne. Voilà. Peut-être, pour compléter effectivement tous les volets qu'Angèle de Combis a abordés, la question de l'espace extérieur inclut la question de l'accessibilité, évidemment, en général, sur ces espaces extérieurs, mais l'accessibilité aussi au bâtiment, l'accessibilité à son logement. Et dans son logement, l'adaptabilité plus que l'accessibilité, parce que nous sommes sur des parcs très particuliers, déjà qui sont desservis par demi-niveaux, ces immeubles, donc ça ne simplifie pas les choses. Et donc on a mené la réflexion jusqu'à s'interroger sur la manière de rendre accessibles les bâtiments eux-mêmes, les choix que nous devions faire des appartements qu'il fallait rendre accessibles ou pas, adaptable ou pas. Donc ça veut dire qu'il y a une politique que nous demandons à notre bailleur et notre maître d'ouvrage de mener consciemment, en sachant exactement quels sont les apports qui vont être amenés à chacun des appartements. Et il ne nous semble pas absolument indispensable de traiter chaque logement de la même manière sur l'ensemble du parc. Ça n'a pas d'intérêt, d'une part, et d'autre part, la diversification de l'offre nous paraît être un sujet éminemment intéressant. Par ailleurs, l'accessibilité nous a permis de nous interroger aussi sur l'aménagement des rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'on avait à gérer ce niveau et demi qui nous permettait soit d'intégrer des rampes, soit d'intégrer en partie des escaliers pour les logements qui n'étaient pas définitivement accessibles par des personnes handicapées. Et donc, ce sont dans ces rez-de-chaussée qu'on réfléchit aux fonctions que l'on va pouvoir amener, qui vont être complémentaires d'une résidence à l'autre, mais aussi complémentaires sur l'offre qui est disponible sur le quartier. On a rencontré les interlocuteurs des collectivités, de la collectivité en l'occurrence, puisque c'est la ville de Bordeaux, mais aussi la CUB, pour leur proposer un aménagement d'espace public sur la rue qui relie les deux résidences, mais aussi une approche vraiment complémentaire à l'offre qui existait sur le quartier. Et nous avons été très, très heureux de constater qu'il y avait une résonance dans ce que l'on proposait. C'est-à-dire que vraiment tout le monde était très demandeur de trouver des partenariats futurs, voire une convention qui pouvait s'établir entre le bailleur et la collectivité pour mettre en œuvre des services, des équipements qui pouvaient être complémentaires.
Bon, Donc ça, c'est vraiment... voilà un exemple Très intéressant de relation qui dépasse le cadre de la simple relation client-fournisseur. Et on voit bien que par rapport à cette thématique-là, elle va bien impacter d'autres sphères et que la notion de collaboration amont, d'un côté, paraît capitale et que la réponse ne doit pas être de masse, mais peut-être spécifique. On va donner la parole à Angèle Journaux de Combis parce que elle nous a amené un document intéressant qui est, je ne sais pas si on le voit. Bon, rapidement, ça c'est la slide qui présente le groupe Alliance Territoire. Oui, tout simplement pour dire que Clercienne est donc une des filiales d'Alliance Territoire. Le groupe Alliance Territoire, donc c'est la fusion, c'est la résultante de la fusion entre le groupe Silso, collecteur 1%, qui était sur le sud-ouest, et le Limousin et l'Auvergne, et Alliance 1%, qui était un collecteur national plutôt sur la région parisienne et sur Rhône-Alpes. Donc les deux ont fusionné depuis mi-juillet. Ça s'appelle maintenant Alliance Territoire. Et donc c'est à peu près 100 000 logements, hein, ce groupe, 56 000 en pleine propriété et les autres chez des réservataires, en tant que réservataires. Et donc il y a un pôle immobilier dans ce groupe, dont fait partie Clercienne, mais vous trouverez aussi Logévie qui est intervenu ce matin, Domo France, Domo Lim. Moi j'ai bien aimé Ah, voilà, oui. Alors Voilà, le pôle immobilier il commence par rechercher effectivement des fonciers. Enfin, il va les aménager, il va lotir, donc il va construire dessus et il va. Et on est sur toute la chaîne immobilière, gérer, revendre, etc. Voilà. Ce que je voulais montrer qui est intéressant, c'est par rapport, ça c'est la vue d'un bailleur, bailleur social aménageur. Quelques données chiffrées que vous avez apportées par rapport à votre population. Oui. Parce qu'on parlait, vous m'avez interrogé sur les personnes âgées, les seniors, etc. Alors moi je dis, les seniors chez Clercienne, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors j'ai pris un ratio assez simple. J'ai dit, bon, les plus de 65 ans. Alors ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est ça. Plus de 65 ans chez nous. Donc nous avons actuellement en gestion 8600 logements. Hein, et ça représente, les plus de 65 ans, 14,3% de nos locataires. Sachant que là-dedans, bien, il y a la moitié qui sont dans la tranche 65-75. Donc on dira les jeunes vieux, ou je ne sais pas comment disait François-Xavier Leray ce matin, mais voilà. Et puis on a ensuite 50% qui a plus de 75 ans. Donc après, je n'ai pas regardé la proportion un peu plus âgée. Et puis je me suis demandé où habitaient-ils ces gens-là. Alors, y en a 1 sur 2 qui habite dans la Cube. Bon, ça tombe bien, la Cube, c'est à peu près la moitié du patrimoine de Clercienne qui est localisé sur ce territoire. Donc jusque-là, on est cohérent. Il y en a 1 sur 3 en zone rurale. Donc ça veut dire que les autres se retrouvent à être dans la zone périurbaine de l'aire bordelaise principalement ou sur le bassin d'Arcachon. Alors on a tendance à penser que nos personnes âgées, comme elles sont rentrées, souvent à l'origine, elles n'étaient pas du tout âgées. Quand elles sont rentrées chez nous, elles avaient une famille, etc. Puis elles sont restées dans les logements avec la famille, les enfants qui sortent du logement, parfois un conjoint qui décède. Mais elles n'occupent pas forcément les très grands logements. On voit que 43% occupent des T3 et 16% occupent des T2. Donc finalement, la moitié sont plutôt dans des logements de taille modeste, sachant que nous n'avons pas de T1 sauf des logements étudiants. Et puis, par contre, ce que disait Catherine en disant tout à l'heure, il y en a qui habitent là depuis la construction. C'est assez vrai parce que nous voyons que nous avons 63% de nos personnes qui ont plus de 65 ans qui occupent un logement de plus de 20 ans et seulement 22% dans les logements de moins de 10 ans. Alors ça a une cohérence. Clercienne, c'est une filiale du 1% patronal, enfin ex-1% patronal. Ça veut donc dire qu'en priorité, on loge des personnes qui sont actives, qui ont une activité professionnelle. Mais on loge également, évidemment, nos salariés retraités, les retraités, oui, qui ont été salariés à un moment donné. Voilà, donc nos personnes âgées, plutôt sur du parc ancien, donc elles sont restées dans nos logements. Et quand on regarde les demandes, parce que je me suis intéressée aussi à ce qu'il y avait comme demande et
quelle était la proportion de personnes seniors ou âgées dans les demandeurs. C'est 7% des demandeurs de logement qui ont plus de 65 ans. Donc on voit finalement moitié moins que ce qu'on a déjà comme locataires. Et puis, à 80%, il s'agit de personnes seules. Donc là, on est assez cohérent avec ce qu'ont pu dire les intervenants précédents ce matin, à savoir que la production à faire, c'est bien une production de petits logements, plutôt du T2 ou du T3 que du T4, T5, y compris sur certains territoires ruraux. Alors sur les autres activités, rapidement, donc vous fonctionnez sur réhabilitation de parcs existants, on l'a vu. Vous êtes aussi sur la production de logements neufs, l'aménagement de nouveaux quartiers. Simplement, vous l'avez évoqué, les spécificités, quand on est en logement neuf, on a un programme, on a un petit peu plus de temps pour préparer, et la caractéristique, ce sont des logements, ce que vous dites, adaptés. C'est-à-dire que vous avez le temps de pouvoir prévoir les nécessités du futur des occupants. Oui, quand on travaille sur un programme neuf, on est sur une temporalité qui est de l'ordre de 2 à 3 ans entre le moment où on recherche le foncier et le moment où on va livrer les logements. Donc forcément, on applique évidemment les normes en vigueur, qui sont surtout des normes PMR, pour ces questions d'accessibilité, donc personnes à mobilité réduite. Et puis après, on peut, en fonction des demandes ou de ce qu'il y a pu, s'il y a un projet de territoire bien particulier, travailler sur des équipements adaptés, alors que ce soit de la domotique, que ce soit des tailles de logement, de la colocation, sur des projets qui sont souvent portés par les territoires ou des acteurs associatifs et avec lesquels on travaille et où on construit un produit ou un programme pour eux. Donc ça, c'est le rythme de production logement neuf. Quand on est sur de la réhabilitation, donc on a vu l'urgence, où on peut avoir au contraire des projets quasiment aussi longs que les projets neufs. Et puis on travaille aussi à l'échelle, nous, d'aménagement de nouveaux quartiers, puisque Claircienne est un aménageur. Et donc là, il s'agit de pouvoir regarder, penser tout le morceau de ville comme quelque chose qui doit être accessible, adapté, en particulier à nos aînés, sachant que nos aînés, bientôt, ça va être nous. Donc, qu'il faut aussi prévoir ce dont nous aurons besoin dans quelques temps. Je pense à toutes les nouvelles technologies. Elles sont peut-être assez compliquées aujourd'hui quand on essaie de les faire comprendre à nos parents, à nos grands-parents, encore que parfois certains le font très très bien, il n'y a aucun problème. Nous, on vit avec Internet, on vit avec tout un tas d'objets connectés, encore plus nos enfants. Et donc ça veut dire que quand on va devoir travailler sur les programmes, les nouveaux programmes, ou quand on travaille à l'échelle de la création d'un quartier, une friche industrielle que l'on transforme ou autre, eh bien déjà, il faut anticiper tout ça et travailler sur ces questions-là de domotique, de câblage, d'énergie, d'usage, de copartage d'un certain nombre d'outils, de modes de faire et puis de services. Alors je présente sur le slide suivant rapidement les contraintes et les arbitrages que vous rencontrez. En 2 mots, parce qu'il faut terminer cet atelier. Vous évoquez surtout la notion de réseau d'intervenants professionnels, qui est quelque chose de stratégique, pourtant dans des données peu compatibles. Donc ça, c'est un petit peu la quadrature de cercle. Et vous parlez ensuite, ce qu'a évoqué Catherine, d'adaptation au cas par cas, souvent expérimentale. Est-ce que ce genre d'adaptation ou de réaction, en fait, j'ai l'impression que ça me paraît être caractéristique d'un bailleur. J'oserais dire, est-ce que c'est pareil pour vos confrères? S'ils sont dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont cette vision-là ou une autre vision? Où il n'y a plus de bailleurs? Il n'y a plus de bailleurs. Ils sont partis? Non? Je ne crois pas trahir un secret en disant qu'ils sont à peu près tous dans la même, dans la même situation. On voulait évoquer ce point-là, effectivement. Merci. Bon, en fait, il y a tout un champ donc, non pas d'interrogation, mais de premières réactions qui font que par rapport à cette thématique, il y a des adaptations et des nouvelles méthodes qui se mettent en place. C'est ce qu'on voulait un petit peu vous montrer sur cet atelier. On va le conclure.
changer. Monsieur Durand. Alors moi, je reviendrai sur le problème d'anticipation. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Pour le domicile des particuliers, j'entends que ça se fait chez les bailleurs, qu'il y a des réflexions qui sont menées. On est sur une programmation, c'est vrai. Voilà, on est sur une programmation. Moi, le particulier, c'est à peu près 80% de l'activité. L'anticipation, il n'y en a pas. Il faudrait essayer de faire une programmation non anticipée sur le particulier. L'espoir, peut-être. L'espoir, parce qu'on l'entend depuis quelque temps déjà sur ce sujet, le président Rosset l'a rappelé tout à l'heure, c'est un véritable champ d'action qui s'ouvre à nous, qui nous donne des possibilités assez inespérées dans ces temps de crise. Donc je crois que la prise en charge de la population à tous les âges de sa vie reste un projet sociétal qui va nous amener à changer de modèle, de paradigme pour aller vers une société plus généreuse. Merci Catherine. Et alors moi, je dirais tout simplement que j'aimerais bien que nous quittions l'expérimentation pour aller vers des choses plus, une production plus importante, puisqu'on voit qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. Mais par contre, je tiens comme à la prunelle de mes yeux à la capacité d'adaptation et aux sur-mesures quelque part. Alors, faire de la production de masse sur mesure, voilà, s'il y en a que ça branche.